Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec la saga Batman, de la trilogie Nolan en particulier. On va commencer par le premier film, celui qui a ouvert cette trilogie. J'ai nommé Batman Begins, ou Batman le Québécois. Batman le commencement en québécois. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Batman Begins, c'est un film britanno-américain, comme Dark Knight, coécrit et coproduit et réalisé par Christopher Nolan et qui est sorti en 2005. Il s'inspire des comics Batman The Man Who Falls, Batman Année 1 et Batman Un long Halloween. Il est un reboot de la série de films Batman, 8 ans après Batman et Robin en 97, une bouse, de Joel Schumacher, qui fut un échec critique et une déception commerciale. Et c'était pas pour rien, c'était mérité. Ce film est un succès à la fois critique et commercial. Il obtient deux suites, The Dark Knight, qu'on a abordé hier, sorti en 2008, et The Dark Knight Rises, sorti en 2012. Le tout forme la trilogie The Dark Knight. Donc, comme acteurs principaux, on retrouve Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, l'ex-femme de Tom Cruise, Gary Oldman et Morgan Freeman. Peu ou prou la même distribution que dans The Dark Knight Rises. Le jeune Bruce Wayne assiste impuissant au meurtre de ses parents. Profondément traumatisé, il grandit obnubilé par un désir de vengeance et voyage aux quatre coins du monde pour étudier la criminologie et les arts martiaux. La Ligue des Ombres, une secte de guerriers ninja dirigée par Ra's al Ghul, se chargera de son entraînement physique. De retour chez lui à Gotham, le jeune homme se charge de la gestion de Wayne Enterprise, dont il était l'héritier. Opérant depuis le sous-sol du manoir familial, avec l'aide de son majordome, Alfred Pennyworth, et de son ami Lucius Fox, qui travaille aux entreprises Wayne, Bruce se lance alors dans la lutte contre le crime sous l'identité de Batman. Voilà en résumé rapide. On va maintenant détailler. Faut dire qu'à la musique, on a Hans Zimmer et James Newton Howard, des grands compositeurs. En production, c'est la DC Comics qui s'y colle avec Syncopy, Patalex 3 Productions et Legendary Pictures. Le synopsis donc. Alors qu'il joue dans son jardin avec son ami Rachel Dawes, le jeune Bruce Wayne, fils d'un médecin philanthrope de Gotham, tombe dans un puits où il est attaqué par des chauves-souris, ce qui lui fait développer une phobie à l'égard de ces créatures. Quelque temps après, il se rend avec ses parents à un opéra. À la sortie, lui et ses parents tombent nez à nez avec Joe Chill, un voyou qui les menace pour les voler. Dans un moment de panique, le bandit tue les parents et s'enfuit, laissant le jeune Bruce seul et désemparé. Il est dès lors élevé par Alfred Pennyworth, le majordome de la famille, et 14 ans plus tard, Joe Chill
doit être libéré sur parole en échange de son témoignage au procès contre Carmine Falcone, le chef de la pègre locale. Bruce assiste au procès et a l'intention d'abattre Chill pour venger le meurtre de ses parents. Cependant, quand Bruce s'apprête à passer à l'acte, Chill est assassiné par une femme payée par Falcone. Blâmé par Rachel, à qui il a révélé ses intentions de vengeance et intrigué par les propos de Falcone, selon lequel le vrai pouvoir réside dans la crainte que l'on inspire, Bruce s'exile en Asie afin d'essayer de comprendre le monde criminel qui lui a pris ses parents. Il rencontre alors Henry Ducard, qui lui offre de rejoindre la Ligue des Ombres, menée par Ra's al Ghul, qui s'est fait un devoir de restaurer la justice par tous les moyens. À l'issue d'un entraînement qui lui a permis de se perfectionner dans les arts martiaux, le camouflage et surtout la domination de ses propres peurs. Bruce doit, pour marquer la fin de son initiation, mettre à mort un simple voleur devenu le meurtrier de son voisin. Refusant cette vision bornée et cruelle de la justice, qui ferait de lui un vulgaire exécuteur, Bruce met le feu au temple de la Ligue en tentant de sauver le condamné qu'on lui a présenté. Dans l'incendie, Ra's est tué, mais Bruce parvient à sauver son mentor Henry Ducard, qu'il laisse inconscient aux soins d'un villageois local. De retour à Gotham, Bruce s'impose comme un playboy et prend part aux activités de l'entreprise familiale Wayne, dirigée depuis la mort de ses parents par William Earl, un homme sans scrupules. Il fait la connaissance du chef de la division scientifique, Lucius Fox, qui lui présente un ensemble de prototypes militaires constitués d'une combinaison protectrice et d'un véhicule blindé de reconnaissance, le Tumbler. Après être retourné dans la grotte où est née sa phobie, Bruce y installe sa base, où il garde ses nouveaux gadgets et où il met au point sa tenue, prenant l'identité secrète de Batman, l'homme chauve-souris, afin qu'ainsi, vêtu, ses adversaires partagent la peur que l'on lui a inspiré ces créatures. Sous cette couverture, il intercepte une cargaison de drogue et remet à Rachel Dawes, devenue l'assistante du procureur, des preuves incriminant Falcone. Ce dernier, jusque-là intouchable, est alors arrêté sous la supervision du sergent de police James Gordon, dont l'honnêteté est devenue une vertu rare à Gotham. Gotham, qui est une série que je vous conseille, petit aparté, dans le synopsis, qui est super bien. C'est une super série qui explique, qui s'est arrêtée trop tôt malheureusement, qui explique un peu les Falcone et les Maroni qu'on voit dans la trilogie, tout le côté mafieux, c'est vraiment une bonne série, je vous conseille de la regarder, ça s'appelle Gotham. Voilà. Incarcéré à la prison de Gotham, Falcone et ses hommes demain sont placés sous le contrôle du docteur Jonathan Crane, psychiatre corrompu qui les manipulait jusque-là. À l'aide d'une drogue hallucinogène qu'eux-mêmes importaient, Crane, coiffé d'un masque en toile de jute, les plonge dans un état psychotique où il apparaît sous les traits de l'horrifiant épouvantail, les rendant ainsi incapables de témoigner. Alors que Batman enquête sur le docteur Crane, qui est devenu suspect, celui-ci lui fait inhaler du gaz anxiogène avant d'en profiter pour l'asperger d'essence et l'immoler. Désorienté, Batman parvient néanmoins à s'enfuir pour être finalement secouru par Alfred et se voir remettre un antidote par Lucius Fox. Ce faisant, Rachel poursuit ses investigations concernant le rapport du Dr Crane au sujet de la folie soudaine de Falcone à l'asile d'Arkham. Elle ne tarde pas à découvrir Crane, occupé à répandre la drogue psychotique dans le réseau d'eau courante de la ville. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, elle est rattrapée par celui-ci, qui lui fait inhaler une dose concentrée de gaz. Batman arrive à son secours et neutralise Crane et ses hommes. Ces derniers ont déjà appelé la police, qui est venue en renfort à Arkham.
L'état de Rachel empire. Batman l'emporte dans la Batmobile afin de la sauver. C'est alors que débute une course-poursuite dans la ville. Après avoir semé la police, il arrive dans son repère, la Batcave, administre à Rachel l'antidote et lui remet 2 doses supplémentaires, l'une pour Gordon et l'autre pour la production de masse, afin de pallier une éventuelle intoxication massive de la ville. De retour chez lui, Bruce s'apprête à fêter son anniversaire lors d'une soirée de gala, mais il retrouve avec surprise Henry Ducard, qui se trouve être en réalité Ra's al Ghul. Celui-ci expose alors son intention de détruire Gotham, qui, à ses yeux, est une ville désormais corrompue et irrécupérable. Il avait déjà tenté de la mettre à genoux bien avant sa rencontre avec Bruce, en lançant une stratégie de sape économique, limitée tant bien que mal par la philanthropie de Thomas Wayne, le père de celui-ci. En possession d'un dispositif à micro-ondes capable de vaporiser l'eau à distance, qu'il a volé à Wayne Enterprise, il projette ainsi de répandre dans l'air la substance jusque-là mélangée aux eaux de la ville et seulement efficace par inhalation, en vue de créer un phénomène de panique et de violence de masse. Après avoir feint l'ivresse et tenu des propos injurieux pour faire quitter les lieux aux invités afin de les protéger de la confrontation à venir, Bruce est finalement assommé et abandonné dans son manoir, en proie aux flammes, qu'un incendie provoqué par Ra's al Ghul. Bruce est sauvé de justesse par Alfred, mais Ra's al Ghul met son plan à exécution et la panique s'installe dans une partie de la ville, alors que de nombreux détenus de l'asile d'Arkham sont libérés. Sur le point d'être prise par une foule, sous l'effet de la substance de Ra's al Ghul, Rachel est secourue par Batman, qui lui révèle alors à sa demande sa véritable identité. Peu de temps après, Ra's al Ghul embarque sur un wagon de monorail de la ville avec le dispositif à micro-ondes avec pour destination la tour Wayne, centre névralgique des réserves d'eau de la ville, assurant une catastrophe si jamais il y parvient. Ra's al Ghul est rattrapé par Batman et le combat s'engage. Ra's est finalement battu, alors que Batman le tient à sa merci. Il est trop tard pour stopper le monorail. Cependant, Gordon, à qui Batman avait confié la Batmobile, réussit à devancer le monorail et parvient à utiliser le système d'armement du véhicule pour faire effondrer le rail juste avant le passage du métro, ce qui amène le monorail à s'écraser après que Batman lui réussit de justesse à s'en échapper, condamnant Ra's al Ghul à une mort inévitable. Finalement, Bruce reprend ses droits sur Wayne Enterprise, à la tête de laquelle il place Lucius Fox, après avoir licencié Earl. Il se lance alors dans la reconstruction de son manoir, sur les conseils d'Alfred, des fondations réaménagées pour mieux accueillir ses équipements secrets, alors qu'un soir, Batman découvre sur le toit du commissariat le tout nouveau Bat-Signal. Gordon, nouvellement promu inspecteur, l'informe que de nombreux criminels échappés d'Arkham sont encore dans la nature. À cela s'ajoutent 3 hommes dangereux à lui seul. L'épouvantail fera son apparition une deuxième fois pour se venger de Batman, mais ce n'est pas tout, encore 2 autres ennemis vont apparaître, le Joker et Double Face. Batman promet d'enquêter et alors Gordon lui dit « Je ne vous ai jamais remercié ». Le justicier répond « Et vous n'aurez jamais à le faire », puisqu'il disparaît dans la nuit. Et voilà la fin du résumé détaillé du film. Donc c'est un mélange de 3 comics, l'histoire. Et donc c'est assez important. La réalisation est très esthétique. Il a mis en place dans ce film ce qu'on retrouvera dans les 2 autres films, avec au décor notamment Nathan Crowley au costume Lindy Hemming, qui s'occupera des costumes et des décors dans la trilogie.
À la photographie, c'est toujours Wally Pfizer. Le budget est de 150 millions de dollars. On parle anglais dans le film et mandarin. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm et certaines séquences sont tournées en 70 mm IMAX, des cinémas 2/39e cinémascope, tourné pour le 35 mm avec du matériel Panavision, son DTS, son Dolby Digital, SDDS, et pour la version IMAX, Sonix DDP. La durée de 140 minutes. Il est sorti aux États-Unis et en France le même jour, le 15 juin 2005. Interdit aux moins de 13 ans aux États-Unis. En France, il était tout public. Christian Bale, il joue Bruce Wayne Batman. Michael Caine, il joue Alfred Pennyworth. Liam Neeson, il joue Henry Ducard, Ra's al Ghul. Katie Holmes, il joue Rachel Dawes. Gary Oldman reprend le rôle de Jim Gordon. Morgan Freeman, celui de Lucius Fox. Cillian Murphy joue l'épouvantail, Dr. Jonathan Crane. Falconet est joué par Tom Wilkinson. Le faux Ra's al Ghul est joué par Ken Watanabe, qu'on connaît. Voilà en grands acteurs. On a Colin McFarlane aussi, qui joue le commissaire Gillian Loeb. Ça fait une bonne... On a Rutger Hauer aussi, qui joue Richard Earl. Durant le tournage de Batman et Robin, la Warner Bros. Est très impressionnée par les rushs et charge rapidement Joel Schumacher de préparer un autre film. Akiva Goldsman, scénariste de Batman Forever et Batman et Robin, refuse ce troisième film. En 1996, Warner Bros. Et Joel Schumacher engage Mark Protosevich pour écrire ce film, prévu alors pour 1999. Le titre envisagé est alors Batman Unchained ou Batman Triumphant. Le script de Protosevich fait de l'épouvantail l'antagoniste principal, alors que le Joker doit revenir en hallucinant l'esprit de Batman. Harley Quinn doit aussi apparaître pour venger le Joker. George Clooney, Chris O'Donnell et Alicia Silverstone devaient reprendre leurs rôles respectifs de Batman, Robin et Batgirl. Joel Schumacher contacte Nicolas Cage pour incarner l'épouvantail. Le projet sera cependant arrêté à la suite de critiques négatives reçues par Batman et Robin, une horreur ce film. Darren Aronofsky a alors été contacté pour reprendre le projet Batman Triumphant, ce qui aurait pu donner un très bon film. J'adore Darren Aronofsky. La Warner évoque aussi la possibilité d'adapter la série d'animation Batman la relève ou Batman année 1 de Frank Miller. Andrew Kevin Walker tentera ensuite de convaincre Warner Bros. De faire un film Batman vs Superman avec Wolfgang Petersen comme réalisateur. Dans l'optique d'une reprise de Batman la relève, l'idée a été d'associer pendant un temps de présenter un Bruce Wayne assez âgé. Le rôle principal et la réalisation de ce film ont alors été proposés à Clint Eastwood, associé fidèle de la Warner, qui a cependant refusé. La réalisation a également été proposée à Lana et Lily Wachowski, les sœurs qui étaient des hommes qui ont réalisé Matrix, qui ont refusé, préférant se concentrer sur leur projet de suite à Matrix. En janvier 2003, la Warner engage alors Christopher Nolan pour développer un nouveau film. Quelques mois plus tard, David S. Goyer rejoint le projet comme scénariste. Christopher Nolan explique que son intention est de réinventer la franchise avec plus d'humanité et de réalisme. Le réalisateur remarque que les précédents films ont misé davantage sur le style que sur le côté dramatique
et déclare s'inspirer de Superman de Richard Donner de 1978. Le film ne comporte aucune référence chronologique au film précédent réalisé par Tim Burton ou Joel Schumacher. Il s'agit donc d'une nouvelle série de films indépendante de la précédente, initiée en 1989, réalisée par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle de Batman. Pour le rôle principal de Bruce Wayne, Nolan et les autres producteurs du film hésitaient entre Keanu Reeves, Jake Gyllenhaal, Guy Pearce, Billy Crudup, Christian Bale, Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Alan Bailey, Steven Pasquale, Josh Hartnett et Hugh Dancy. Avant que Bale soit engagé, David Duchovny avait auditionné pour le rôle, tout comme Heath Ledger, avant qu'il ne soit choisi pour le rôle du Joker dans la suite, le Dark Knight, le Chevalier Noir, et Henry Cavill, qui lui sera choisi en tant que Superman à partir de Man of Steel. Christopher Eccleston a été envisagé pour incarner Jonathan Crane. Le rôle reviendra cependant à Cillian Murphy, qui avait également auditionné pour le rôle de Bruce Wayne. Ewan McGregor, Jeremy Davis ainsi que le chanteur Marilyn Manson furent également envisagés pour le même rôle. Pour incarner Rachel Dawes, personnage créé pour le film, Nathalie Portman, Amy Adams, Reese Witherspoon, Rachel McAdams, Claire Danes, Sarah Michelle Gellar ont été envisagés avant que le rôle revienne à Katie Holmes. Daniel Day-Lewis et Viggo Mortensen furent tous deux envisagés pour le rôle de Ra's al Ghul. Guy Pearce fut également envisagé pour le même rôle, mais les producteurs l'ont trouvé trop jeune et pour le rôle. Finalement, c'est Liam Neeson qui obtient le rôle. L'oncle de Christopher Nolan, John Nolan, tient un petit rôle dans le film. Jeremy Theobald, qui jouait dans Doodlebug et Following, deux précédents films de Nolan, fait une brève apparition dans le rôle d'un membre influent de Wayne Enterprise, Fredericks. Kurt Russell, Chris Cooper et Dennis Quaid ont été envisagés pour le rôle du commissaire James Gordon avant que Gary Oldman ne soit choisi. Ce dernier devait à la base incarner un méchant. Pour le rôle d'Alfred Pennyworth, le premier choix était Anthony Hopkins, qui refusa le rôle au profit de Michael Caine. Pour le rôle de Lucius Fox, le premier choix était Lawrence Fishburne, avant que Morgan Freeman ne soit choisi. Avant le début du tournage, le réalisateur a organisé une projection de Blade Runner de Ridley Scott et a ensuite déclaré « C'est comme ça que nous allons faire notre Batman ». Le tournage débute en mars 2004 en Islande sur le glacier de Vatna... Alors là, je vais peiner à le dire. Vatnajökull, c'est imprononçable islandais. Certains décors extérieurs de Gotham sont créés dans un hangar à Cardington, en Angleterre. Le Mantmore Towers, château anglais du 19e siècle de style néo-gothique, néo-renaissance, situé dans le Buckinghamshire, sert de décor pour le Manor Wayne. Le tournage a également lieu ailleurs au Royaume-Uni, au studio de Shepperton, dans le comté d'Essex, Hatfield House, Stevenage, Canary Wharf, ainsi qu'aux États-Unis, à New York, dans le Waukegan et à Chicago. Pour ce qui est des effets spéciaux, ils ont fait appel à plusieurs sociétés, ce qui est devenu un classique maintenant. Donc on a Double Negative, Cutting Edge, Moving Pictures Company, les Français de chez Buff, Rising Sun Pictures, The Senate Visual Effects et les fameux Jim Henson Creature Shop qui a inventé le Muppet Show, ni plus ni moins, qui est à l'origine de ces marionnettes, qui a travaillé pour le film. Batman Begins compte parmi les films de super-héros ayant utilisé le moins d'effets numériques. Dans le film, il n'y a pas beaucoup d'effets, ils sont invisibles, les effets. Il y a beaucoup de sociétés, mais c'est des effets totalement invisibles.
On enlève des câbles, on déplace ci, on rajoute ça. Rien d'effets spéciaux vraiment super-héros, quoi. La musique, le CD Batman Begins est sorti le 15 juin 2005, édité par la Warner Bros. Records. Tous les morceaux sont composés par Hans Zimmer et James Newton Howard et ont pour le titre le nom d'un genre de chauve-souris. Eh oui, vous ne le saviez pas. Les premières lettres des noms des morceaux, 4 à 9, forment le nom Batman. Donc, le Vespertilio, Espexicus, Myotis, Barbastella, Artibedus, ça c'est des noms de titres. Et c'est les types de chauves-souris. Des extraits de cette bande sonore ont également servi pour des films ou séries télévisées sur d'autres super-héros comme Molossus a été utilisé pour le pilote d'Aquaman, la série dérivée de Smallville. Les morceaux Vesperilio et Speticus ont été employés dans le screener du pilote de Heroes. Le morceau Myotis dans King Kong, V pour Vendetta, Les 4 Fantastiques de 2005, Far Cry et bien sûr The Dark Knight. Rotten Tomatoes attribue une note de 84% sur 282 critiques, avec une note de 7,66 sur 10. Batman Begins est un film qui comprend l'essence de l'un des super-héros définitifs. Sur Metacritic, on obtient 70% sur 41 critiques, généralement favorables. Allociné, 3 étoiles et demie. Dès sa sortie le 15 juin 2005, Batman Begins se place directement en première position du box-office américain pour 2 semaines et restera dans le top 20 semaines. En France, le film prend la 2e position avec 1 506 000 entrées et s'intercale entre Les Poupées Russes et Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. Entre 2005 et 2018, Batman Begins a été sélectionné 92 fois dans diverses catégories et il a remporté plus de 13 récompenses. On ne va pas toutes les énumérer, hein ? Je ne vais pas vous faire ça. Des petites différences avec les comics. L'asile d'Arkham n'est pas situé habituellement au milieu d'un quartier comme c'est le cas dans le film, même si l'île sur laquelle il se trouve est bien rattachée à la ville par des ponts-levis. Crane n'est pas membre de l'asile d'Arkham. Lucius Fox ne sait pas dans le comics que Bruce Wayne est Batman, alors qu'ici il le devine forcément. De plus, ce n'est pas non plus un expert en technologie doublé d'un biologiste, mais un très bon gestionnaire d'entreprise, ce qu'il devient à la fin. On peut noter la présence de Zaz, incarné ici par Tim Booth, un ennemi récurrent de Batman, devenu pour ce film un homme de main de Carmine Falcone. Bruce Wayne ne s'est jamais retrouvé emprisonné en Asie et Ra's al Ghul ne l'a pas recueilli dans son temple pour l'entraîner et le former à devenir Batman, même si Bruce est allé une fois pour se perfectionner. De ce fait, les origines de Batman sont propres à ce film. C'est pas la même que l'origine qu'on trouve dans les comics. Il n'y a pas cette formation par Ra's al Ghul. Ça, c'est Nolan qui a intercalé tout ça. Dans les comics, par exemple Year One, James Gordon arrive à Gotham en même temps que Bruce Wayne y revient. De fait, il ne pouvait pas recueillir le jeune Bruce au poste de police après le meurtre de ses parents comme il le fait dans le film. Toutefois, ce détail varie selon les séries. Il faut voir Batman New, le numéro 52. Dans la version française, Michael Caine devait être originellement doublé par Dominique Paturel, mais il fut remplacé par Frédéric Serdal pour cause de maladie.
Il double pourtant Alfred Pennyworth dans le jeu vidéo homonyme. Et il était guéri entre-temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui est aussi bon que le deuxième et le troisième, que j'aborderai aussi en podcast. Je ne les fais pas dans l'ordre, c'est mon petit truc à moi. Je voulais parler d'Heath Ledger, c'est pour ça que hier, je vous ai parlé du second volet. Mais voilà. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. N'oubliez pas de laisser des likes et des commentaires. Si vous voulez me supporter sur mes plateformes, il y a les liens en description. Ça vous donne droit à des épisodes inédits qui ne sont pas sur les plateformes d'écoute. Notamment, je raconte des anecdotes de tournage. Il y a un bêtisier, il y a des petits épisodes inédits, dans un format un peu plus court, où je parle d'un scénariste en particulier ou de choses comme ça. Voilà mes amis, je vous dis merci, à très vite, et puis ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé,